techno. Euh, je suis professeur de lettres en Cagne et je préside l'association des profs de prépa littéraire. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui organisais, organise en partie la distribution de la parole ce soir. Et je vais peut-être laisser les autres participants se présenter. Donc d'abord les membres des écoles, enfin les membres dirigeants des écoles et puis les étudiants aussi qui ont accepté de venir témoigner avec nous. En tout cas, je remercie tous les participants, aussi bien dans le public que parmi les intervenants. Donc peut-être Monsieur Praska, vous pouvez commencer ou Monsieur Bourchet ou Madame Servet. Bonsoir à toutes et à tous, Camille Traska, directeur des admissions. On va essayer de répondre au mieux pendant la petite heure qu'on va partager à vos interrogations et aux différentes spécificités des écoles de management. Donc, bienvenue. Je te laisse la parole, Alexandre. Merci Camille. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, Alexandre Pourchet, je suis le directeur général adjoint en charge des programmes et de l'international au sein de Neoma Business School et très heureux d'être avec vous ce soir pour répondre à vos nombreuses questions, j'en suis sûr. Euh, alors, du côté des élèves, peut-être alors, on peut passer à vous, Gabriel. Bonjour à tous, je suis contente d'être là devant vous, surtout que j'ai été une littéraire qui était perdue et qui pensait qu'après la prépa littéraire, il n'y avait que les études de lettres. Du coup, moi, je suis à Schema et voilà, je suis contente de vous en parler ce soir. Et bonsoir, je m'appelle Jacques Aimé, je suis en L3, donc pré-master à l'EM Lyon, et je suis aussi un ex-cagneux AL, et j'ai intégré en carré. Est-ce que Guillaume Barthélémy nous a rejoint finalement? Non. Très bien, donc nous verrons plus tard. Il y a aussi donc Madame Servet, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Ophélie Servet, ravie de vous voir aujourd'hui. Donc, je travaille au service promotion et recrutement de Neoma et je vais m'occuper du chat ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les relaiera pendant cette présentation. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Et Madame Eva Rert, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir au titre de la C2FM et de la Conférence des grandes écoles, la CGE, pour organiser ce webinaire. Et je propose qu'on commence la première question sans attendre. Donc la première question, c'est peut-être de donner la parole au personnel dirigeant des écoles pour leur demander de vous expliquer pourquoi effectivement les profils littéraires leur semblent opportuns dans les écoles. Je peux prendre peut-être la parole pour débuter. Ce qui est très intéressant à l'issue d'une prépa littéraire, c'est toutes les belles compétences que vous développez, notamment tout ce qui est vos compétences analytiques, l'esprit critique, la capacité à rédiger, à communiquer également à l'oral. On met souvent en avant aussi cette capacité à problématiser, évidemment une curiosité intellectuelle qui est très forte, les compétences que vous développez également autour des sujets de culture générale. Et quand on y réfléchit bien, toutes ces thématiques, ce sont des soft skills qui sont extrêmement recherchés en entreprise, en fonction après des métiers que vous allez pouvoir exercer. Alors c'est vrai qu'on a un monde qui regorge un peu de profils très quantitatifs, et c'est vrai qu'avec tous les débats qu'on a actuellement sur l'IA, le big data, c'est vrai que ce sont des profils très recherchés, mais justement, en tant qu'étudiant issu d'une prépa littéraire, vous allez apporter une vision qui est différente, mais qui est extrêmement complémentaire lorsque vous êtes en école de management et puis plus tard en entreprise, notamment avec les dimensions que j'ai citées, puis avec une vision créative, une sensibilité aussi qui est différente et qui est aujourd'hui très recherchée. On peut s'en féliciter par le monde des entreprises et évidemment par le monde des grandes écoles. Et est-ce que les écoles accueillent spécifiquement les étudiants littéraires ou est-ce que, à leur arrivée dans l'école, ils sont effectivement mêlés aux autres étudiants sans aucune distinction? Est-ce qu'il y a des programmes qui leur sont adressés plus spécifiquement? Camille, tu veux répondre ou... Oui, alors en fait, effectivement, on a des dispositifs, pardon, excusez-moi, d'accompagnement, que ce soit avec des modules de remise à niveau dans certaines matières, et notamment les matières scientifiques. On a également du tutorat pour les études, par les étudiants. On a des coachings individuels pour l'orientation. Il y a beaucoup de ressources numériques qui sont en libre accès. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites au début de la scolarité.
Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai ma place dans un cursus? En fait, il faut savoir que les profils littéraires, ils ne sont pas cantonnés à certains parcours en école de management. Les profils littéraires, ils ont accès à toutes les majeures et toutes les opportunités. Ça rejoint ce que disait Alexandre auparavant, c'est-à-dire que vous êtes les bienvenus, vous apportez une vraie complémentarité avec une vraie analyse fine, un esprit critique. Et je pense que c'est important que vous sachiez que vos aînés réussissent très bien, y compris dans des filières qui vous semblent moins logiques, telles que la finance, la stratégie, le management. Et on peut très bien aussi, par la suite, choisir des parcours qui sont plus orientés ou en lien, on va dire ça comme ça, avec le parcours, l'enseignement, le parcours littéraire, tel que la communication, les affaires publiques. Donc, je pense que votre singularité dans les projets collectifs et dans les missions professionnelles sont vraiment mises en avant et c'est une forte valeur ajoutée que vous apportez aux écoles et on est très ravis d'avoir des profils comme les vôtres. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est important effectivement que les étudiants et les étudiantes entendent bien que ils sont attendus pour ce qu'ils sont et pas pour autre chose. Donc, ils ne passent pas par la porte de derrière à la dérobée. C'est vraiment leurs qualités propres qui sont sollicitées et qui peuvent ensuite être réinvesties dans la variété des formations proposées. Je ne sais pas si les étudiants veulent en dire un mot ou si vous préférez vous en tenir à cette description. Comment vous, par exemple, peut-être vous avez ressenti vos premières semaines dans l'école quand vous êtes arrivés, soit Gabriel, soit Jacques-Aimé? Je pense qu'on est surtout des étudiants comme les autres, des préparationnaires qui entreront en école dans la promo comme les autres, il n'y a aucune distinction. Et il y a une richesse qui naît de ça, c'est que on travaille beaucoup en travail de groupe, c'est le cas à l'EM, c'est le cas dans toutes les écoles, beaucoup de travaux de groupe dans lesquels on a des profils très différents. Et on peut avoir des profils préparationnaires scientifiques, des EC évidemment, des ECG, des ECT, donc encore un vivier de richesse. Et quand on est cagneux, euh, voilà, empiriquement, dans les travaux de groupe, ça sert et c'est toujours des apports précieux qu'on a et on contribue, je pense, à cette diversité de profils et c'est extrêmement salutaire. C'est vrai, et moi je voudrais rajouter que quand on arrive en école de commerce, en tant que préparationnaire littéraire, parce que du coup moi j'ai fait AL aussi, je ne l'ai pas précisé, on a une capacité d'apprentissage, on engrange un nombre d'informations vraiment en prépa énorme, vous le savez tous. Et quand on arrive, on se rend compte que c'est une vraie force parce que en tant que littéraire, on a cette envie, cette curiosité d'en apprendre plus et que ce soit en marketing tout d'un coup, alors qu'on a fait, je sais pas moi, du grec ancien par exemple. Et en fait, on recycle bien cette curiosité et par exemple, moi, j'ai trouvé qu'à Schema, elle était très transversale parce qu'on a aussi des cours à la carte, voilà, de géopolitique, etc. Et ça fait qu'en tant que littéraire, je pense qu'à l'EM Lyon, c'est pareil. On peut vraiment s'y retrouver à la carte avec les matières aussi. Les maths, on en parlera plus tard, mais en vrai, c'est pas trop un sujet, ça se passe bien. Merci de nous rassurer déjà sur les mathématiques, effectivement. Et donc, en somme, ce que je retiens de ce que vous dites aussi, c'est que vous n'avez pas le sentiment d'être une sorte de minorité isolée dans l'école. Vous êtes parfaitement intégrés dans les groupes assez hétérogènes. C'est ce que vous disiez tous les deux, chacun à votre façon. Après, on se retrouve beaucoup, je tiens à dire, entre littéraires. Enfin, moi, j'ai pas fait du tri sélectif sur mes amis, mais on est quasiment tous issus de prépa L et BL. Mais ça, après, je pense que c'est aussi un esprit littéraire qu'on aime retrouver. Mais on est parfaitement voilà, dans l'école et on est heureux d'être avec tout le monde et de voir des parcours aussi qui ont fait, par exemple, des BTS professionnels, etc. Et il y a vraiment un gros mix où, en fait, on découvre des talents de tous les backgrounds. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur les cours de manière là un peu plus précise, un peu plus concrète? Alors justement, vous parliez un peu des maths. Concrètement, comment ça se passe quand vous arrivez? Est-ce que vous avez, quelle est la part peut-être des cours obligatoires, la part des cours que vous choisissez? Comment ça se panache et comment ça se fait dans une semaine, disons, de jeunes étudiants ou étudiantes? Alors, les premières semaines, en fait, sont assez fléchées parce on arrive tous au point zéro. Donc là-dessus, on est très guidé. Alors, on a des matières qui, effectivement, changent du tout au tout. À l'EM, en première année, premier semestre, on a un cours de droit des affaires, un cours de compta. Et alors, voilà, c'est deux disciplines qui sont assez éloignées des canoniques histoire, philo de la Cagne. Euh, et
Par contre, on a des cours de transition, parce que bon, je pense que je trahis aucun secret en disant que les écoles aiment bien instaurer un continuum entre prépa et grande école, et on le retrouve dans les cours. Alors, je sais que ça existe dans toutes les écoles, en fait, notamment à Schema. À l'EM, ça se caractérise en fait avec une double posture. On a des cours qui s'appellent ADN Recaps. C'est un projet de recherche en sciences sociales encadré par des profs titulaires qui sont en général soit des économistes, des anthropologues, des sociologues, etc. Et ce continuum à l'EM se caractérise comme ça, mais dans toutes les écoles, elles se caractérisent différemment. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a un gap, mais le gap n'est pas non plus abrupt, il est guidé et logique. En tout cas, à Schema, nous, c'est divisé par semestre. Ça commence un peu, comme tu disais, Jacques-Aimé, assez doucement, un embarquement avec les matières type économie, qui sont vraiment le b.a.-ba, en tout cas du commerce. Nous, on n'a pas tout de suite eu comptabilité. Ça, c'est vraiment à la discrétion des écoles. Et j'imagine que M. Pourchet et M. Trashka pourraient confirmer ça. Mais en tout cas, à Schema, on a eu du coup tout de suite économie, géopolitique, avec des professeurs aussi plutôt de haut vol qui sont eux-mêmes des chroniqueurs dans des journaux. Ça, c'est assez drôle parce que quand on n'est pas habitué à avoir un professeur qui est un petit peu connu dans son... Et encore, je dis ça, mais en prépa, on a des pointures en prof. Donc voilà, mais voilà. Et puis, on avait à Schema, il y a de la géopolitique. Donc ça, c'était vraiment pas une grosse rupture avec le profil un peu littéraire. Et puis rapidement, au deuxième semestre, on a effectivement voilà, oui, account management, de la comptabilité. Mais les littéraires, on a des cours de soutien. Ça, je ne sais pas si à Le Mion aussi, il y avait ça. Mais ça, c'est bien. Et après, entre élèves, on se soutient aussi beaucoup. Donc, franchement, pareil, c'est vraiment faisable. Oui, à l'EM, on a la possibilité de prendre un cours de remise à niveau en maths au premier semestre du prémaster. Voilà. Merci beaucoup, messieurs Pourchet. Traska, vous pouvez peut-être nous donner une idée un peu plus générale justement de la manière dont vous concevez les programmes d'études et notamment en pensant à ces étudiants particuliers, même s'ils ne sont pas singuliers ou bizarres que sont les littéraires. Jacques Aimé l'a bien dit, il a utilisé le mot de continuum et c'est vrai il est très présent dans nos écoles. Ça se retrouve vraiment sur ce premier semestre où il y a vraiment cette logique d'accompagnement, de continuité entre la classe préparatoire et l'entrée au sein d'un programme grande école. Donc ça va se retrouver, comme ils l'ont très bien décrit, avec des cours de géopolitique, de sciences politiques pour certains programmes. Nous, à Néoma, on a intégré cette année un cours de littérature, notamment sur les grands auteurs en littérature et ce qu'on peut en tirer pour la lecture du monde des entreprises, du management. Donc il y a cette idée de continuum. On parlait tout à l'heure de la construction de ces programmes. Alors après, en fonction des écoles, on va retrouver un tronc commun qui est plus ou moins important, et puis la possibilité pour les étudiants aussi de construire aussi une partie déjà de ce cursus avec des cours à la carte. Et souvent, c'est l'occasion, en fonction de ce qui est proposé par les différentes institutions, de pouvoir choisir aussi des choses qui ont attrait à la philosophie, à la littérature, à la culture et aux arts au sens large, ce qui permet aussi de maintenir ce fil conducteur avec la classe préparatoire. Si je reviens un tout petit peu sur les disciplines un peu quanti, c'est vrai que quand on voit dans l'emploi du temps le premier cours de marché-phi ou de comptabilité, bon, quand on n'a pas fait de mathématiques depuis un certain nombre de mois ou d'années pour certains, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu peur sur le moment, mais il y a vraiment cette logique de vous accompagner avec des cours de remise à niveau en mathématiques, en méthode quantitative, et ça se passe extrêmement bien, faut le redire, hein. Il y a peut-être un peu de stress à l'entrée, mais une fois que vous êtes après dans ces cours-là, ça se passe extrêmement bien et vous réussissez aussi bien et même voire mieux parfois que des étudiants qui ont travaillé un petit peu ces disciplines quantitatives avant. Donc, pas d'appréhension particulière. Vous êtes vraiment bien accompagné sur ces différentes disciplines. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Traska veut ajouter quelque chose. Sinon, nous pouvons passer peut-être à une autre Euh, je pense, originalité. je pense que tout a été très justement dit. Faut- il faut juste comprendre que en fait, tout est pensé, l'organisation des cours, la manière dont on accueille les étudiants, pour permettre à chacun, donc à chaque futur élève, de prendre ses marques assez rapidement, quelle que soit sa filière d'origine. Je pense que une fois qu'on a ça en tête, l'enseignement il est sur un tronc commun assez large. Je ne vais pas citer toutes les matières qui ont déjà été présentées. On va sur une introduction, des cours d'introduction avec de remise à niveau conçus pour sécuriser, entre guillemets, l'apprentissage des nouvelles matières. Et vous avez aussi un côté vraiment plus pratique avec des méthodes de travail, des outils numériques, de l'analyse de données,
que ce soit de la prise de parole. Donc, vous êtes vraiment entre de bonnes mains, entre guillemets, au moment où vous arrivez. Et bien sûr, chaque école a sa petite différence, son organisation des cours qui lui est propre. Mais on va retrouver ce continuum, la prépa grande école, dans l'ensemble des écoles. Merci beaucoup. Oui, je retiens aussi dans ce que vous dites le côté peut-être plus pratique, parce que c'est vrai qu'en prépa, l'enseignement peut avoir quelque chose de presque encyclopédique. Enfin, j'espère que ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y a une ambition très, très vaste. Je ne dis pas que l'ambition est moins vaste, mais en revanche, elle est plus quand même ciblée progressivement vers un débouché, vers une activité dans la vie sociale ou sur le marché du travail. Donc, je pense que ça modifie aussi un peu la perspective d'apprentissage. Parce que peut-être que certains cagneux peuvent avoir l'idée que ce sont des domaines entièrement inconnus, entièrement nouveaux, dont il faudrait tout maîtriser. C'est quand même des domaines qui sont articulés avec les activités professionnelles vers lesquelles ils doivent tendre. Et donc, ça donne aussi une autre démarche et une autre méthode dans l'apprentissage, je crois en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est très juste. Alors, une autre originalité pour les cagneux, là même complètement ébouriffante, c'est la vie associative, puisque les cagneux et les cagneuses ont le droit de faire du sport et de sortir de temps en temps, mais de fait, ça n'est pas très caractéristique de la vie étudiante en classe préparatoire. Or, c'est vraiment un des éléments qui fait aussi la réputation des écoles de commerce. Comment est-ce que vous avez vécu, peut-être vous, cet nouvel aspect de votre vie étudiante quand vous êtes arrivé? Bah, Gabriel, si vous voulez. Ou- Je sais pas, je pense que Jacques-Aimé en parlera mieux que moi parce que enfin, je sais que le M Lyon, ils sont très actifs. Personnellement, je suis pas la meilleure interlocutrice pour ça parce que je suis allée en école de commerce en espérant que je pourrais ne pas faire partie d'une asso. Donc, mais il y en a plein, effectivement, hein, et c'est pas une obligation. On n'est pas personne si on est. Parce que ça, c'est important à le dire aussi parce que les profils littéraires, parfois, on n'a pas envie non plus d'être embrigadé dans une espèce d'ambiance de beuverie énorme, etc. Et ça, c'est vraiment un cliché. Et je tiens aussi à infirmer ce cliché. Moi, vraiment, voilà, je ne bois pas, j'ai pas fait énormément de soirées cette année, donc j'ai pas vécu l'expérience de commerce comme ça. Après, j'ai plein d'amis qui l'ont vécu comme ça. Je sais qu'il y a une association dans laquelle j'étais, j'ai pas été active, mais ils ont fait un super défilé à Paris de mode avec HEC, avec le SCP, etc. L'association, elle est composée, je pense, à 50% de littéraires parce que bah, la mode, etc., c'était quelque chose qui parlait beaucoup à ces profils-là. Donc, il y en a vraiment à revendre si on veut, mais vraiment, encore une fois, si on veut. Alors, la vie étudiante est effectivement riche à l'EM Lyon. Alors, riche pour évidemment toute la partie qu'on assimile traditionnellement aux écoles de commerce, c'est-à-dire, alors je n'irai pas jusqu'à employer le mot beuverie, mais qui sont présentes. Et on a aussi des associations plus professionnalisantes. Alors, il y a les canoniques junior entreprises, Oui. etc. On a aussi des associations paraprofessionnelles, les assos finance, les assos mode, etc. Donc, pour à peu près tous les profils, qu'on soit fêtard ou pas, ou qu'on le soit un peu et pas trop, il y en Mm. a pour tous les goûts. À l'EM, on a une offre associative qui est ouverte à tous les étudiants, qu'ils soient dans les assos ou pas. On peut avoir pas d'asso et aller dans tous les événements d'association. Euh, Ça, c'est extrêmement important. L'inclusivité de la vie asso, faut vraiment la redire. On est loin du cliché de la vie asso sectaire où les pulls BDE ne parlent qu'entre pulls BDE et les pulls BDS ne parlent qu'entre pulls BDS. À l'EM, ce n'est pas le cas, et je sais que dans les autres écoles, ce n'est pas le cas non plus. Et il faut vraiment réaffirmer ça. Il y en a pour tous les goûts, et c'est une vraie richesse. C'est pas simplement pour passer le temps, il y a une vraie dimension professionnelle derrière. Quand on est investi dans une asso, on parle de pôle, quand on est dans le pôle trésorerie, on va avoir des vraies responsabilités de gestion euh, des liquidités de l'asso. Et quand on est dans le pôle démarchage, eh bien, on va avoir des vrais enjeux de relations quasi B2B avec les différentes entreprises. Enfin, il y a des vraies compétences, des hard skills qu'on développe. Il faut surtout pas, et c'est pour ça que les écoles mettent aussi l'accent là-dessus et qu'elles assument cette dimension-là, c'est parce qu'il y a un vrai intérêt, au-delà simplement de l'intérêt social, networking plus classique. Merci beaucoup. Alors, Gabriel et Jacques, vous avez tous les deux dit qu'il y avait un choix très très large, mais admettons malgré tout que j'entre dans une école de commerce et que j'ai une idée qui n'est pas représentée, que j'ai envie de fonder une association qui ne correspond pas à cette offre, si large qu'elle soit. Est-ce que Camille ou Alexandre, vous pourriez dire si c'est possible, comment c'est possible?
comment vous accueillez les propositions peut-être aussi des étudiants ou des étudiantes? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie de campus, la vie associative est globalement très riche dans l'ensemble des écoles de management. Chaque école a ses propres règles de gestion, de création d'associations étudiantes ou de clubs. Alors, je vais parler pour les SEC, mais effectivement, si vous arrivez avec une idée de conférence, de rencontre, de forum, ou tout simplement une lubie qui va rassembler un nombre assez important d'étudiants. La dernière en date, je crois que c'est une association bretonne pour mettre à l'honneur les crêpes et la gastronomie bretonne à l'ESSEC. Vous avez le droit. Si vous voulez organiser des cafés philo, c'est également le cas, c'est possible. Donc là, c'est deux exemples concrets d'associations qui ont été créées en 2025. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a une grande diversité associative, que ce soit dans les arts, dans les médias, dans la débat, dans la diplomatie. Par exemple, il y a une association qui s'appelle UNESSEC et qui a pour objectif de débattre sur les résolutions des Nations Unies. Donc vous voyez, large spectre. Et on va bien évidemment retrouver tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, la solidarité, le sport. Donc, on peut être une école avec la plus grosse junior entreprise de France en termes de chiffre d'affaires, les SEC, et aussi avoir un bar dans l'école avec modération, je le précise. Hein, vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, vous faites preuve d'assez de discernement pour situer où sont vos centres d'intérêt. Et généralement, vous êtes bien accompagné. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est que énormément d'apprentissage euh, est réalisé pendant ces expériences associatives. C'est un petit peu sous-estimé par les étudiants, c'est souvent perçu comme une activité récréative après 2 ans ou 3 ans de classe préparatoire, mais il faut savoir que c'est aussi un espace où vous êtes sous le management, mais avec de l'autonomie de l'école, et vous pouvez entreprendre, créer, tester, et souvent vous allez acquérir beaucoup d'expériences que vous allez pouvoir valoriser par la suite lors des stages ou futurs emplois. Et ça va vous donner aussi un peu plus de confiance en vous sur la capacité à réaliser des projets, à les mener à bien. Donc c'est vraiment un élément important de la vie d'une école de commerce et de la vie d'un étudiant en école de commerce. Mm. Ouais, c'est très vrai, on l'oublie un peu, et Camille le souligne à juste titre, hein, la vie associative, c'est très professionnalisant. Je le dis souvent, on retrouve au sein de l'association finalement ce qu'on retrouve plus tard lorsqu'on est en entreprise, de pouvoir piloter des projets, organiser des campagnes marketing, des opérations de communication, aller voir des entreprises pour qu'ils puissent nous apporter un service ou des produits par rapport à un événement qu'on va organiser, gérer un budget, travailler en équipe, manager une équipe. Exercer son leadership aussi avec ses camarades, ça permet de se confronter un petit peu à ce qu'on va retrouver plus tard en entreprise. Donc il y a effectivement ce volet peut-être festif ou autour du sport ou dans bien d'autres domaines de la culture et de la finance, mais il y a aussi ce volet professionnel qui est extrêmement intéressant et très formateur pour la suite. Et même quand on organise un week-end d'intégration, je peux vous dire, vu la logistique et tout ce qu'il faut penser pour que ce week-end soit extrêmement bien réussi, bah, c'est très formateur d'un point de vue professionnel pour nos étudiants. Oui, je crois que c'est important aussi que les élèves qui sont actuellement en Cagne ou en hypocagne se rendent bien compte qu'ils prennent plus en main leur propre formation. Bon, vous disiez, Gabriel, que vous n'étiez pas très porté sur les associations et que personne n'était forcé. Voilà, il y a un respect aussi effectivement des profils individuels. Il y a au contraire des profils qui veulent créer telle association, qui veulent prendre en main ou plutôt y participer. Et c'est sans doute ce qui est aussi assez nouveau. On sait bien que vous ayez eu des années de classe prépa où vous êtes bien plus accompagné et encadré. Et là, c'est quand même aussi à vous de choisir en partie vos cours, de choisir en partie vos associations, de construire progressivement votre formation pour être de plus en plus autonome. Le but, c'est quand même que quand vous sortiez de cette école, vous soyez parfaitement autonome et capable d'assumer votre propre carrière. Donc, c'est aussi une période de transition qui est importante pour ça, et ça se ressent effectivement notamment dans la vie associative. Je vous propose d'aborder un troisième aspect singulier des études au-delà de la classe préparatoire, c'est les échanges à l'international, qui sont un gros point fort pour beaucoup d'écoles et qui évidemment sont une nouveauté pour les anciens cagneux et les anciennes cagneuses. Alors d'abord, peut-être que je peux vous demander, soit vous, Camille, soit vous, Alexandre, quels sont les types d'échanges possibles? Est-ce que c'est toujours une année? Est-ce que ça peut être plus limité? Est-ce que c'est d'emblée des stages ou est-ce que c'est dans des cadres plus d'études?
C'est vrai que vous avez beaucoup d'opportunités hein, sur l'international, en fonction du degré d'international finalement que vous allez souhaiter avoir dans votre parcours. Je dirais qu'à minima, vous allez partir sur un semestre d'échange académique à l'international, donc avec un des partenaires de votre école, avec des écoles qui ont des réseaux qui sont extrêmement riches. Nous, à Neoma, par exemple, on a plus de 400 partenaires à l'international. Ça peut être complété ce semestre académique par un stage que vous allez réaliser aussi dans le pays où vous êtes parti. Pour ceux qui vont souhaiter plus d'international, vous avez toujours la possibilité de réaliser aussi un double diplôme, donc vraiment sur la dernière année du cursus, où là vous partez une année pleine chez un partenaire pour obtenir le diplôme, et vous êtes évidemment diplômé du programme Grande École de votre école. Et puis vous avez la possibilité lors de la fameuse année de césure aussi, de partir aussi un an, de réaliser ces stages à l'international. Donc ça dépend une nouvelle fois de votre envie, du degré d'international que vous allez souhaiter avoir dans votre cursus. Mais effectivement, on a des propositions qui sont extrêmement riches dans nos écoles aujourd'hui pour offrir le plus d'expérience possible à l'international pour ceux qui vont le souhaiter. Merci beaucoup. Est-ce que les choix sont généralement déterminés par le seul critère linguistique? Voilà, j'ai fait beaucoup d'anglais. Est-ce que je suis obligé d'aller dans un pays anglophone? Comment se passe le choix, disons, dans évidemment une ouverture très très large? Ouais, si tu veux, je peux répondre à Alexandre. Vas-y, vas-y. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent le projet de l'étudiant qui va premièrement déterminer ses propres choix. Et après, en fonction du type de mobilité, est-ce que vous partez en double diplôme, est-ce que vous partez en échange simple, c'est souvent le partenaire académique qui va aussi fixer ses propres conditions. Donc, si vous souhaitez aller aux États-Unis dans une spé précise, dans telle ou telle université anglophone, vous allez avoir un niveau d'anglais minimum à atteindre, qui sera certainement assez élevé, notamment sur les partenaires que nous, on peut avoir à l'ESSEC. Mais c'est complètement en lien avec le niveau des élèves dans le programme. Donc, il n'y a pas forcément on va dire, de barrière à l'entrée. Pour certaines écoles, vous avez aussi la possibilité d'aller étudier dans une troisième langue, votre LV3, voire votre LV4, en fonction du nombre de langues que vous maîtrisez. Donc, vous pouvez vraiment vous construire, comme le disait Alexandre précédemment, un parcours à la carte et un parcours à la fois international, que ce soit sur les campus des écoles, que ce soit sur des campus associés ou des campus partenaires, ou que ce soit tout simplement chez un partenaire académique. Ce qui va changer, c'est un petit peu la dynamique de mobilité, la durée de la mobilité, et peut-être éventuellement le nombre d'étudiants français ou de la même institution d'origine que l'école à laquelle vous appartenez. Mais c'est souvent un moment où vous allez vraiment avoir une prise de conscience aussi sur un élément qui est important, qui est la compétitivité à l'international. Vous êtes globalement tous d'excellents étudiants. Vous verrez, il y en a beaucoup dans le monde entier. Et l'international aussi, il peut se vivre d'une autre manière. J'anticipe peut-être une question, mais vous verrez que nos écoles en France ont un très bon niveau global, là, que ce soit en Europe ou que ce soit même dans le monde entier. On atteste les différents classements et les différentes accréditations que les écoles ont. Et vous verrez aussi une très large partie d'étudiants internationaux qui seront présents dans les campus en France. Et il y a aussi une partie d'internationalisation à domicile que vous pourrez retrouver dans certaines spécialités ou dans certains programmes, et notamment les programmes grandes écoles auxquels vous serez amené à candidater. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les deux étudiants que nous avons, l'un d'entre vous a déjà été en mobilité internationale ou pour l'instant, si vous êtes trop récent dans les écoles où vous êtes? Bon, comme vous ne réagissez pas, je suppose que Euh, si, bah, Gabriel. enfin, personnellement, du coup, moi, je suis en M1 donc, du programme Grande École. Et vraiment, j'ai choisi Schema en grande partie pour cette propension à partir à l'international étudier. Comme vous le disiez, monsieur No, aussi, de composer un parcours à la carte. Du coup, là, moi, c'est imminent. C'est-à-dire que dans 12 jours, je pars vivre en Suède, à Stockholm, donc à l'université de Stockholm. Et ensuite, après ça, je pars en Afrique du Sud 6 mois, donc à Cape Town, enfin Stellenbosch. Et ensuite, je pars à New York 6 mois. Donc en fait, je ne vais plus faire mes études en France à partir de dans 12 jours.
Et ça, vraiment, bah, pour le coup, Schema, c'était vraiment une super surprise de voir qu'ils avaient des partenaires Erasmus, des partenaires écoles au-delà de l'Erasmus, par exemple le NYU, et des partenaires, donc bah, au-delà de ça, les campus, en fait, qui sont assez connus à Schema, donc Caroline du Nord, Chine, Dubaï, bientôt Australie, et j'en oublie un, Brésil, voilà, et Afrique du Sud, du coup. Voilà. Alors, par exemple, vous avez choisi la Suède pour vous rapprocher du Père Noël pendant les fêtes, ou qu'est-ce qui vous a déterminé pour qu'on ait un exemple un peu concret? Alors, moi, j'ai toujours eu une appétence pour la Scandinavie, donc ça, c'était personnel. Et quand on choisit ces Erasmus, on est très bien accompagné. Je dois dire que c'est quand même un sujet, je pense, qui est anxiogène. Surtout, je me souviens qu'en prépa, j'avais très peur de ne jamais partir à l'étranger en études parce que, en fait, on s'imagine enchaîner sur une licence ou, dans le meilleur des cas, admettons par exemple, sûr qu'on va réussir à enfiler les perles de manière à ce que là-dedans, il y aura bah, des échanges en fait. Et moi, c'était quelque chose qui m'angoissait, qui me faisait de la peine. Et à Schema, tout de suite, dès le début de l'année, il y a eu une possibilité de se signaler qu'on était un étudiant qui voulait partir. Moi, j'ai des amis je suis restée 3 mois avec eux sur le campus et ils sont en Chine depuis. Et ils ont choisi ça à J+10 de leur intégration en cours. Moi, j'ai choisi de rester à Paris jusqu'à aujourd'hui parce que je ne me sentais pas non plus la maturité de partir tout de suite, tout de suite. Mais maintenant, donc, ayant reçu la liste des partenaires, des universités partenaires, on a bah, des universités allant à Schema, on a la Bocconi, par exemple, en premier. Moi, c'était mon premier choix en termes bah, de sélectivité académique. Mon deuxième choix, c'était Stockholm. Et après, on est dispatché en fonction de nos résultats. Et par exemple, on peut décrocher des bourses. Donc, par exemple, moi, j'ai décroché une bourse Erasmus parce que j'étais la première fille à accéder à la deuxième meilleure université. Donc, en plus, bah, on a vraiment des aides financières. Là, on parle quand même de moi, j'ai décroché 4 000 euros. C'est vraiment sympathique d'arriver à Stockholm avec ça, plus le logement géré par Schema, qui ne nous laisse pas du tout tomber. Enfin, l'école, du coup, qui vraiment pave la route de nos échanges. Merci beaucoup. C'est peut-être l'occasion aussi d'enchaîner sur la question plus large des stages, pas seulement à l'international. Enfin, donc il y a des stages en France, en Europe et dans le monde. Est-ce que ces stages, je vais peut-être commencer par vous demander à vous, Gabriel ou Jacques-Aimé, comment vous les recevez? Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut sembler très exotique. Il y a beaucoup de cagneuses et de cagneux qui se plaisent dans les bibliothèques et dans le savoir et pour qui cette dimension pratique peut être un peu effrayante, même si c'est évidemment un atout. Mais ça paraît parfois un peu lointain pour des jeunes gens qui ont été plutôt habitués au dictionnaire qu'au stage. Alors, c'est hyper précieux de faire des stages. Vous verrez que pour ceux qui potentiellement ont travaillé pendant l'été, vous verrez que, enfin, vous savez que c'est des expériences toujours hyper intéressantes. Et les stages font partie de toute manière du cursus. Euh, et en fait, on peut. Alors, il y a effectivement la petite crainte qui peut exister par rapport au fait d'aller en entreprise, mais rappelons que des stagiaires, il y en a partout. Il y en a dans toutes formes, enfin, voilà, y compris dans des services publics, y compris dans des institutions culturelles. Et donc, on retrouve des étudiants d'école de commerce, c'est vrai, souvent des cagneux, qui se retrouvent à travailler à la Villa Médicis ou dans des musées ou dans des institutions culturelles. C'est complètement possible si on ne veut pas lâcher cette dimension-là dans son parcours, mais on peut très bien aussi partir faire un stage en finance. Je connais plus d'un cagneux qui, pour son stage de L3 ou ce qu'on appelle la P1 de césure. Alors, ces stages de césure sont partis en finance, en audit, voire même en M&A. On en a. Il y a une grande liberté par rapport à ça. Et il y a même quelque chose d'un peu ludique, je trouve, dans le fait d'aller à la recherche d'un stage dans ce qu'on veut et de pouvoir rencontrer des professionnels d'un peu partout. Il y a quelque chose d'un peu ludique parce que on commence à mettre un peu de substance et de quotidien dans des ambitions qui au départ sont assez vastes et assez je, je dirais pas éthérés, mais au moins conceptuels, et qui prennent forme en parlant avec les professionnels, et c'est quelque chose d'assez satisfaisant de se dire que voilà, on a atteint un niveau dans notre parcours académique qui nous permet de penser à l'après et penser à ce qui constituera notre vie professionnelle. Donc on est
à ce titre-là, comme tous les étudiants, un stage, c'est jamais simple à trouver. J'ai un stage de 6 mois à faire, par exemple, à l'EM Lyon, à la fin de la L3, donc à compter de juin 2026, de 6 mois. Et à l'EM Lyon, on a la contrainte qu'il doit se faire à l'étranger obligatoirement, enfin hors de métropole, donc ça peut être les départements d'outre-mer. C'est un vrai défi, vous verrez, faut passer des coups de fil, faut envoyer des mails, se prendre des refus, recevoir des mails automatiques où ils se trompent de nom parce que c'est le mail automatique des services RH, c'est normal. De ce point de vue-là, on est tous soumis aux mêmes contraintes, mais il y a vraiment une dimension ludique et intéressante dans le fait de dialoguer avec des professionnels et aussi des étudiants, des anciens. N'oubliez pas votre réseau d'école que vous aurez en école et aussi votre réseau de prépa qui est aussi extrêmement important. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn, essayer de savoir où sont les anciens de votre prépa. Ils seront souvent très à même de vous répondre. Et à titre personnel, je sais que plus tard, si un cagneux me pose des questions, je serai d'autant plus ravi parce que c'est voilà, un chemin, alors pas un chemin de traverse, mais c'est un chemin un peu particulier qu'on a pris et que je suis fier de représenter. Donc, et je pense que c'est très commun à beaucoup d'anciens cagneux. Ouais, je suis d'accord avec Jacques-Aimé. Et si je peux rajouter quelque chose, moi j'ai déjà fait 2 stages. Là en ce moment, je suis en césure. Donc là, j'ai compilé 8 mois de stage sans aucune vacance. Je suis un peu fatiguée. Mais donc, par exemple, vous voyez, pour la première expérience que j'ai fait en stage, j'ai été dans une croisière, une entreprise de croisière. Le profil littéraire a très bien été reçu. J'avais un poste très commercial. Mais ils aiment bien l'idée de se dire qu'à tout moment, on pourra toucher à des sujets éditoriaux, d'écriture, d'expression, prendre la parole, etc. Donc ça leur plaît aux entreprises en général. Et en ce moment, je suis en incubateur à start-up. Donc, on ne peut pas faire plus commercial. Et pareil, c'est très amusant. On se forme vraiment. Au début, on a un syndrome de l'imposteur. On se dit, en plus, je suis littéraire. Franchement, je comprends rien, etc. Mais on hoche la tête jusqu'à ce que le sujet devienne le nôtre aussi. Et on trouve vraiment sa place. Et c'est vraiment professionnalisant, mais en douceur. Vraiment, on change beaucoup dans cette année de stage. Donc, c'est super que ce soit devant vous. Merci beaucoup. Merci aussi d'être présente ce soir malgré les 8 mois de stage précédents, malgré la fatigue. Et en tout cas, je trouve dans vos témoignages, il y a un terme qui revient quand même, c'est que c'est amusant, c'est plaisant. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, entre autres, des témoignages très précieux parce que je pense que pour certains cagneux ou cagneuses, l'idée, le préjugé pourrait plutôt être que bon, c'est un mal nécessaire, il faut en faire, mais c'est un peu fastidieux. Et à vous entendre, ça donne plutôt l'impression complètement inverse que c'est amusant de chercher, c'est amusant pendant un temps d'y être. C'est aussi, j'imagine, une manière de tester un peu ce qu'on aime vraiment, puisqu'il y a des choses qu'on peut trouver intéressantes sur le papier, et puis finalement en pratique, un peu moins, ou bien, mais pendant 6 mois et pas plus. Tout à fait. Est-ce que vous voulez que nous passions aussi à une autre question un peu plus délicate qui peut parfois inquiéter les cagneux? C'est la question des financements, puisque tout à l'heure vous disiez que vous aviez reçu une bourse, par exemple, pour votre inscription à Stockholm. Euh, où beaucoup de cagneux ou cagneuses peuvent avoir le sentiment que les frais d'inscription sont lourds et peuvent redouter de postuler, de s'inscrire au concours en craignant d'avoir du mal à assumer ces charges. Je ne sais pas comment vous avez pu affronter ça, comment vous avez vu autour de vous qui c'était à gérer. Moi, ça a un peu pesé. Ah, vas-y, Jacques, si tu veux tout de suite. Non, je dirais simplement que vous êtes accompagnés, messieurs Pourchet et Traska, vous vous en parleront bien mieux que moi, mais vous êtes accompagnés par les écoles et il y a plein de mécanismes qui peuvent vous aider. Alors là-dessus, il ne faut pas que ce soit un frein. Certains, moi inclus, ont le luxe de ne pas avoir à faire de prêt, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et après, c'est vrai que enfin, c'est une contrainte de fait, mais vous êtes accompagné et euh, vous n'êtes, enfin, il ne faut pas que ce soit un frein parce que ce serait trop dommage que ce soit un frein en fait. Après, pour les questions plus administratives, je pense que les personnels des écoles sauront vous guider et je pense que vous pouvez les contacter même avant d'avoir intégré l'école et ils vous aideront même à vous guider. Je sais que j'ai des amis qui n'ont pas hésité à contacter les différentes écoles pour déterminer aussi leurs priorités au moment de passer des oraux et de mettre leurs vœux sur le SIGEM. Enfin voilà, surtout faites-vous guider et votre cas est unique. Vous avez,
on a tous nos contraintes. Donc voilà, fiez-vous aux conseils qu'on vous donnera et qu'on vous donnera avec plaisir. Mais franchement, là encore, c'est trop dommage de se passer de ça pour des raisons financières. Ouais, et à titre personnel, j'ai eu une stratégie par rapport à ça qui est pas, enfin, j'ai pas très répandu, j'ai l'impression. Mais du coup, en postulant aux écoles, moi, enfin, personnellement, j'ai été admise à l'EM Lyon, à l'EDEC et à Schema. Sauf qu'à Schema, j'ai été cinquième du concours et une bourse était offerte aux étudiants qui étaient dans les 10 premiers. Ce qui fait que ma scolarité est repoussée de quasiment 25%. Donc, j'aurais pu aller à l'EM Lyon, à l'EDEC, mais sans cette bourse. Donc moi, j'ai fait le choix de profiter de ce classement et de cette bourse. C'est une stratégie que vous pouvez viser. Merci. Alors, peut-être que, effectivement, Camille ou Alexandre, vous pouvez compléter. J'en profite pour signaler que ce serait le moment, si certains d'entre vous ont des questions à poser, de les rédiger dans le chat pour que nous puissions ensuite y répondre. Ou alors vous pourrez peut-être intervenir, mais ce sera peut-être plus simple pour que nous puissions classer les questions si vous en avez, pour que ce soit la dernière partie de notre réunion. Mais avant ça, donc, je laisse la parole. Ouais, je peux peut-être y aller. Je rejoins ce que Jacques Aimé disait. Il ne faut pas que les frais de scolarité effectivement soient un frein pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est qu'évidemment les écoles vous accompagnent et vous soutiennent dans ces questions de frais de scolarité. Si je prends juste l'exemple de Neoman, on a 35% de nos étudiants qui sont aidés soit à travers des dispositifs de bourse, soit à travers des cursus en apprentissage, donc où vous êtes exonéré de ces frais de scolarité. En fonction souvent de votre échelon sur la bourse Crous, vous pouvez avoir une exonération totale des frais de scolarité. Pour des échelons un petit peu inférieurs, vous allez avoir une prise en charge qui va dépendre un petit peu de vos revenus ou ceux de vos parents. Donc vous avez un accompagnement à travers ces différents dispositifs de bourse. Et puis après, les écoles sont partenaires de nombreuses institutions financières et donc de banques qui vont pouvoir bien vous accompagner sur ces frais de scolarité avec des prêts étudiants qui sont négociés avec des taux, avec des décalages dans le temps également pour vous permettre de commencer à rembourser également lorsque vous intégrez le marché du travail également. Donc il y a de nombreux dispositifs, des bourses d'excellence. On a parlé tout à l'heure de l'international. Vous avez des bourses aussi qui sont liées à vos expériences à l'international, que ce soit de stage ou de semestre académique à l'international. On a parlé d'Erasmus, mais il y a d'autres systèmes de bourses également. Et puis on a des entreprises aussi qui contribuent à soutenir nos étudiants, soit parce que ce sont des étudiants qui sont brillants d'un point de vue académique, soit sur d'autres critères également. Donc aujourd'hui, dans nos écoles au sens large, il y a vraiment de très nombreux dispositifs qui vous accompagnent sur ces frais de scolarité. Et il faut absolument pas se dire, c'est pas pour moi, j'en aurai pas les moyens. Non, il y a vraiment beaucoup de choses pour pouvoir vous aider. L'alternance aussi, notamment sur le cycle master, ça peut être une partie de la réponse également. Pour compléter ce qu'Alexandre a dit, c'est vrai que ça doit pas être un sujet tabou. L'ensemble des écoles sont vraiment ravis de vous renseigner, de vous indiquer les différentes modalités de financement. Euh, je vais pas paraphraser ce qui a été dit, mais je vais juste rappeler l'importance, je crois que c'est Jacques Aimé qui l'a mentionné tout à l'heure, euh, de se renseigner, d'aller à la rencontre des écoles. Il y a des journées portes ouvertes, des webinaires qui sont dédiés, il y a des services qui sont dédiés quasiment dans l'ensemble des écoles sur les questions de financement. En fonction des écoles, mais je pense que la majorité des écoles ont des partenariats avec des banques partenaires où on peut avoir des prêts quasiment à taux zéro. Je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là, avec bien évidemment toutes les politiques de bourse, d'ouverture sociale. Donc, vous pouvez avoir des réductions de frais de scolarité qui sont assez importantes. Et il y a un autre élément, et dans la plupart des écoles, notamment les SEC, vous allez avoir la possibilité aussi de faire une partie de votre cursus, si vous le souhaitez, en alternance, où les frais de scolarité seront couverts par l'employeur et avec la possibilité de recevoir un salaire et les différents avantages d'être d'un statut de salarié. Donc, vous voyez, les possibilités de financement sont multiples en fonction de vos choix, de vos préférences, vos appétences. Donc, il faut vraiment pas se fermer. Et le dernier point, c'est que certes, c'est une dépense, mais c'est aussi un investissement et il est très rentable. Vous avez une employabilité qui sera très forte et vous aurez surtout un luxe de pouvoir choisir vraiment le secteur et les domaines dans lesquels vous allez vouloir évoluer par la suite. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on a plein de créativité, une envie d'apprendre et une soif de travailler, c'est vraiment une bonne solution
que de choisir une école de commerce ou une école de management si ça correspond à vos attentes. Alors, merci beaucoup. Comme nous sommes sur le sujet financier, je relève simplement une question, elle est vraiment liée à ce que nous venons de dire. Une étudiante demande si ce ne sera pas trop difficile de rembourser son prêt si elle travaille dans le milieu culturel qui n'est pas réputé être excessivement lucratif. J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la position qu'on va occuper. On va pas se mentir, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus rémunérateurs que d'autres. On va faire un parallèle assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous allez travailler dans un fonds d'investissement ou en finance, bien évidemment, vous allez avoir des rémunérations plus élevées. Si vous allez travailler dans le secteur culturel, il faudra peut-être s'attendre à des rémunérations plus modestes. Mais encore une fois, ça dépend le poste occupé, ça dépend si vous travaillez en France ou à l'international, et ça dépend également aussi de la projection de votre carrière en fait. C'est-à-dire que si vous êtes amené à occuper des rôles assez importants rapidement, ce qui est plutôt l'ensemble de nos diplômés, la majorité, on va dire, de nos diplômés, votre prêt étudiant sera ou vos dépenses engagées seront facilement remboursables sur les années qui vont suivre. Oui, et puis la valeur du diplôme, elle est reconnue sur le marché. Enfin, c'est pas pour faire des comparaisons, mais si vous avez un cursus très spécifique à l'université versus être diplômé d'un programme grande école, même si vous travaillez dans certains secteurs qui ont peut-être pas la réputation d'être les secteurs qui payent le mieux, dans tous les cas, vous avez une rémunération qui est liée aussi à votre programme grande école, donc ça assure des débouchés qui sont pertinents également. Pardon, oui, vous m'entendez? J'avais l'impression d'avoir du mal On vous entend. à remettre le micro, pardon. Euh, alors, nous avions prévu de parler un peu justement du déroulement du concours, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions qui portent entre autres sur ce sujet. Donc peut-être que Ophélie Servet peut nous donner un peu quelques questions pour que nous traitions notamment ce chapitre qui était prévu, mais en étant plus directement lié aux questions. Vous préférez que nous fassions autrement? Non, mais je vais vous relayer les questions. Donc, on a effectivement des questions sur la nature des épreuves écrites et ce qui est attendu lors des entretiens de motivation, en tout cas les entretiens, les épreuves orales que nous pouvons avoir dans les différentes écoles. Donc, plutôt des questions sur les écrits et les oraux. C'est assez simple. Il y a deux sites de référence en fonction de l'école et du concours que vous allez devoir passer. Donc, vous avez le concours écrit comme Alexandre pourra en parler mieux que moi, mais et vous avez aussi le concours BCE. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter BCE et Écricom. Je vous invite vraiment à aller sur le site internet de ces deux banques d'épreuves où vous pourrez retrouver les épreuves et les coefficients par école et par matière, parce qu'il faut savoir que c'est différent d'une école à une autre. Après, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que tu me corrigeras, hein, Camille, pour BCE. Pourtant, j'y étais il y a pas si longtemps que ça, mais que ce soit pour BCE ou pour Écricom, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas pour le concours prépa littéraire, ça fait partie de la banque d'épreuves BEL. Donc, quand vous passez les écoles, vous n'avez pas d'épreuves écrites supplémentaires à passer. On reprend les notes que vous avez obtenues sur les concours ENS. On utilise ces notes que vous avez obtenues pour déclarer votre admission dans les différentes écoles. Donc vous n'avez pas d'épreuves spécifiques ou supplémentaires à passer pour intégrer une école. On réutilise vos résultats. Donc la partie écrite est finalement commune avec le concours de la BEL et des ENS. Oui, mais excuses, c'est plus à l'oral. Ouais, c'est ça. Dans la continuité des épreuves du concours, on a des questions sur le savoir si toutes les écoles du top 10 intègrent des étudiants venant de classes préparatoires littéraires. Est-ce que c'est le cas de toutes les écoles du top 10? Après, ça va être à géométrie variable en fonction des écoles. Certaines écoles ont fait le choix, comme Neoma par exemple, mettre fin à l'interclassement entre les filières EC et puis les filières littéraires. Donc aujourd'hui, on a un nombre de places qui est dédié pour les étudiants issus des filières EC et des filières littéraires. Sur le concours à venir, on en aura plus de 100 places qui seront dédiées. Donc on est l'école qui c'est factuel, accueille le plus d'étudiants issus de classes prépa littéraires, mais c'est vraiment après spécifique à chaque école. En tout cas, il y a une attractivité très forte
du top 7, du top 10 pour attirer ces étudiants issus d'une classe prépa littéraire. Ensuite, on n'a pas de questions autres. Gabrielle répond parfaitement dans le chat à une vitesse incroyable. Donc, Non, on n'a j'essaie pas de, d'autres questions qui Très investi. viennent. Merci, Gabrielle. j'essayais de retrouver le nombre d'étudiants, puisque c'était une des questions qui était posée, De profil. Ouais. qui avaient intégré une école de commerce à partir de la BEL l'année dernière. Mais je vois que les chiffres que j'étais en train de regarder les tableaux qui m'ont été envoyés, mais il doit y avoir des informations pas tout à fait. Par exemple, de la BCE, je vois. Non, ça marche pas. Faudra que je regarde. Je crois que c'était. On nous avait dit qu'il y avait presque 1000 étudiants entre. Non, peut-être 7, à peu près 10%, je crois, d'étudiants de candidats de la BEL qui intégraient une école de commerce de mémoire. Mais c'est une mémoire qui peut être un peu approximative, donc il faut se méfier un peu. Mais c'était, je crois, de cet ordre-là, ce qui nous a été indiqué récemment, à moins que vous ayez, vous, des chiffres un peu plus précis que moi. Ouais, je pense que c'est un petit peu moins. On est plutôt autour des 550, 575 étudiants sur le CIGEM 2025. Oui, mais alors, en fait, c'est ce que j'ai corrigé. Oui, effectivement, pardon, mais c'est nettement moins de 1000. Mais par contre, c'est à peu près 10%, puisque à la Oui, BEL, tout à fait. c'est 5000, entre 5 et 6000 depuis peu. Et donc, voilà, c'est à peu près 10%, en sachant qu'il reste des places, hein. Donc, par rapport à. Ça n'est pas que certains, enfin, certains n'ont pas été admis, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de la place pour plus, si j'ai bien compris. Sachant que enfin, Camille pourra l'expliquer encore mieux que moi, mais le CIGEM entre guillemets des littéraires fait apparaître les écoles qui ont mis fin à l'interclassement. À l'ESSEC, je crois que Camille, tu me corrigeras, hein, mais c'est pas le cas, donc on n'a pas le détail du nombre de places très exact entre les littéraires et les OC, voire les ECT également. Oui, c'est ça en fait. Nous on a nos statistiques. On va pas forcément rentrer dans les détails des écoles, ça serait un petit peu technique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les étudiants des filières littéraires ont vraiment leur place. Il n'y a pas d'autocensure à avoir. Là, je vais parler au nom des écoles parisiennes, même si j'ai pas trop le terme. Mais j'ai envie de dire, l'ensemble des écoles de management apprécient les profils littéraires. Les profils littéraires s'épanouissent très bien, hein, dans les formations et ont des carrières qui sont des fois complètement en lien avec la prépa d'origine et des fois ils font complètement autre chose. On peut les retrouver dans des fonds d'investissement en finance pure, donc un peu éloignés de ce qu'ils ont pu faire en Cagne. Mais dans l'idée, c'est vraiment, moi je vous encourage en tout cas à aller tenter l'aventure et de bien vous inscrire aussi également au CIGEM pour ne pas rater les procédures administratives qui sont importantes parce que sans ça, vous ne pourrez être classé. Voilà. Votre micro est fermé, Frédéric. Merci, pardon. Je vais en profiter pour répondre à des questions. Enfin, d'abord, pardon, merci de vos réponses. Je vais en profiter pour répondre peut-être à deux questions un peu plus ponctuelles. L'une toute dernière enfin, toute dernièrement posée sur les options qui sont les meilleures pour intégrer une école de commerce. Et je rejoins vraiment ce que vous dit Jacques Aimé. C'est vrai que dans certaines prépas, il y a certains profs qui disent plutôt ci, plutôt ça. Bon, peut y avoir des motivations diverses qui justifient ce nombre de réponses, mais effectivement, il n'y a pas de prédilection pour une option plutôt que telle autre, pour des historiens plutôt que pour des littéraires. Comme nous vous l'avons dit pendant toute cette réunion, c'est vraiment dans l'école que vous êtes formé, et donc si vous êtes spécialiste de grec ancien, ça ne pose aucun problème pour votre intégration à l'école et à la vie de l'école et à sa formation. Donc, d'une part, si vous avez une option qui vous paraît un peu loin des écoles, ne vous interdisez pas d'être candidat. Et d'autre part, si vous n'avez pas encore choisi votre option, surtout choisissez celle que vous aimez. Et ça ne vous empêchera pas du tout d'être un très bon candidat, voire un excellent candidat au concours l'année suivante. Et il y avait également une autre question plus
lexical sur les écoles de commerce et écoles de management. C'est vrai que les deux expressions se rencontrent. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. En gros, je crois que c'est quand même des termes assez proches. Oui, on va utiliser les deux termes, c'est vrai, en fonction de nos discours. On va dire par moment aussi business school. Peut-être juste un point de sensibilisation, parce que vous êtes peut-être un tout petit peu moins bien renseigné sur les écoles par rapport au prépa EC, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de termes qui ne sont pas déposés. Typiquement, si demain, avec Camille, on veut se lancer dans la création d'une nouvelle école avec un programme grande école, rien légalement ne nous empêche de créer une école lambda et de s'appeler programme grande école. Donc c'est important que vous vous renseigniez bien sur la qualité de ces écoles. Camille en a un petit peu parlé tout à l'heure avec la triple accréditation, de bien candidater. Alors si vous faites le choix d'une école BCE Écrit-Com, vous êtes sûr de la qualité de ces écoles, mais des écoles qui délivrent bien le grade de master, donc qui sont reconnues par le ministère supérieur de l'enseignement et de la recherche en France. Ça c'est extrêmement important parce que vous voyez certainement dans l'actualité les nombreux débats qu'il y a actuellement. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont constituées, qui se sont créées à géométrie extrêmement variable sur la qualité de ces écoles. Donc c'est extrêmement important que justement vous vous renseigniez bien sur ces différentes écoles et que vous fassiez le choix d'une école de qualité qui est auditée et observée très régulièrement, soit par le ministère ou par les grandes agences de régulation internationales, que ce soit européennes ou américaines, qui sont là pour certifier de la qualité de ces formations, de la pédagogie de nos écoles également. Ça, c'est extrêmement important. Et ça a un impact très fort aussi sur la suite de votre carrière et sur les débouchés que vous allez pouvoir avoir en entreprise ou même plus tard pour certains, typiquement sur la poursuite d'études également. C'est des aspects qui sont très très importants. Alors, je me permets juste de rebondir sur la question juste avant du choix des options, etc. Alors moi, j'étais à Danilou en prépa et Danilou, pour ceux qui connaissent, c'est une prépa littéraire qui envoie beaucoup, beaucoup d'étudiants en école de commerce, des cagneux en école de commerce. Voilà, je ne compte pas le nombre d'anciens qu'on se trouve en école. Et moi, je n'ai jamais entendu de la part de profs, de la part d'étudiants des choix d'options, Ulm ou Lyon, quelle spécialité, etc. Parce que sincèrement, je pense que l'incidence est très faible et moi, sincèrement, je n'ai vu aucune ligne de fond de ce point de vue-là. Donc prenez vraiment ce que, de un, vous aimez et ce dans quoi vous êtes les meilleurs pour des raisons stratégiques évidentes, mais surtout, ne faites pas de calculs hasardeux là-dessus. C'est trop dommage. Ne faites pas de calcul là-dessus parce que ce n'est pas du tout une règle. Et sinon, ça se serait su. Et Dieu sait que les préparationnaires sont friands de stratégie et de concours et on se les saurait communiquer bien avant. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression que nous atteignons à peu près la fin de notre temps de parole. Je vois une toute dernière question porte sur l'enregistrement de ce webinaire. Il Je ne sera sais pas adressé demain. si il sera adressé aux participants. Oui, il sera adressé aux participants à partir de demain. Voilà, parfait. Je laisse peut-être la parole à chacun des intervenants justement pour un mot de la fin. Pour que ce ne soit pas tout à fait moi qui ai ce mot de la fin, je dirais simplement pour merci. Merci au public et à ses questions. Merci aux intervenants qui appartiennent à la direction des écoles et aux étudiants. Et donc j'espère que nous avons contribué à votre information pour vous montrer que c'est au moins une possibilité qui est très intéressante et très riche et qui correspond à des profils très divers, hein. Pour moi, c'est peut-être l'idée qui est la plus importante parce que ça n'est pas évident a priori, je pense, pour un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants. Voilà, je me tais enfin et je laisse la parole aux autres pour le mot de la fin. Moi, je peux y aller. Écoutez, un grand merci déjà de votre présence et de votre intérêt pour les écoles. Si j'avais deux messages, c'est surtout de ne pas vous auto-censurer à l'issue d'une classe prépa littéraire. On le redit, vous avez
toute votre place en école de management ou en école de commerce pour revenir sur la question. Vous êtes vraiment attendu en école, vous êtes attendu aussi dans le monde des entreprises, ça c'est important, on en a un petit peu moins parlé, mais il y a une vraie appétence aujourd'hui des entreprises pour recruter aussi des étudiants qui ont fait un programme grande école et qui sont issus d'une classe préparatoire littéraire. Et puis, n'oubliez pas, vous n'allez pas abandonner les lettres ou vous n'allez pas quitter la littérature, vous allez continuer à utiliser toutes ces belles compétences, sauf que vous allez transformer ces compétences en vous mettant au service des entreprises et avec un profil extrêmement différent. Vous allez créer toute la différence également lorsque vous serez en entreprise. Oui, pour compléter les propos d'Alexandre, bah, merci à tous d'être déjà aussi nombreux en pas une semaine. Donc, on est ravis de voir autant d'intérêt pour les écoles de management. J'ai envie de vous dire de cultiver votre différence, de vraiment travailler vos points forts. Encore une fois, vous aurez un profil très recherché à l'issue des différentes formations que vous allez pouvoir entreprendre. Moi, je vous souhaite personnellement le meilleur pour les différentes années d'études qui s'offrent à vous. Et je vous dis peut-être à très bientôt à l'essai. Alors, je vais du coup conclure de mon côté. Merci d'avoir pris le temps d'être là. C'est extrêmement important parce que on combat les problèmes, notamment d'inégalité, par le refus de la symétrie d'information. Donc ça, ce genre d'initiative contribue à ça et c'est extrêmement important. Deuxième chose. Je sais qu'on est dans la période hivernale pour les cagneux et même pour les hippocagneux, c'est une période difficile. Accrochez-vous parce que quoi que vous fassiez après, que vous soyez en école de commerce, dans une ENS ou à la fac ou ailleurs, vous verrez que tout ce que vous avez eu pendant 2 à 3 ans vous servira et vous servira vraiment. C'est pas un artifice commercial, c'est vrai que, enfin, ça a vraiment nourri toute une personne et toute une carrière. Donc vraiment, croyez en ce que vous faites, même quand c'est un peu dur, même quand c'est un peu aliénant. Voilà, on peut avoir des prépas qu'on vit plus difficilement, ça fait partie des expériences qu'on peut avoir, mais vraiment croyez en vous. Et ensuite, si vous avez des questions, j'ai mis dans le chat mon email et mon LinkedIn. Vous verrez que LinkedIn c'est un peu l'alpha et l'oméga du réseau en école et ailleurs, donc prenez ce pied-là, ce pli-là, pardon, et n'hésitez pas à me contacter pour voilà, toutes sortes de questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, et voilà, parce que là encore c'est important et parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, donc voilà, on peut en parler avec grand plaisir. Encore bon courage à tous et j'ai hâte de vous voir potentiellement aux Euros de l'EM. Enfin, j'y serai pas parce que je serai en stage, mais de vous voir dans les rangs de l'EM quand je reviendrai après mon stage. Et du coup, si je peux aussi dire mon mot de la fin, moi, mon message, ce serait vraiment, bah, pareil, ne vous bridez pas, ne vous rangez pas dans des cases parce que vous êtes littéraire, parce que vous osez pas vous projeter au moment T, parce que les révisions du concours, ça va être prenant et stressant. Osez rêver, surtout à cette période de l'année. Et osez vous dire qu'est-ce que je veux faire en fait, indépendamment de ce que je suis actuellement. Si vous vous dites que vous voulez devenir CEO de L'Oréal, bah écoutez, go, faites une école de commerce, regardez toutes les écoles, regardez pas en fonction du classement, regardez les masters, les endroits où vous pourrez aller. Ça, c'est vraiment un truc contre lequel moi je veux me battre, c'est cette idée d'élitisme. Toutes les écoles ont preneur, il y a des parcours pour tout le monde à la carte, comme on a dit. Donc voilà, regardez vraiment ça, regardez les partenariats qui peuvent vous intéresser, osez vous projeter, vous dire que ça pourrait être vous. Et le jour du concours, ça fera vraiment la différence de se dire que ça pourrait être vous. C'est vraiment moi ce que j'ai eu comme expérience en tout cas. Et pareil que Jacques Aimé, qui parle extrêmement bien, je suis aussi disponible pour vous sur LinkedIn si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup et bon voyage à Stockholm. Merci. Stéphanie, est-ce que vous voulez peut-être conclure vraiment? Et à moi que revient le vrai mot de la fin. Merci à tous, merci aux représentants des écoles, merci aux étudiants. C'était très important aussi qu'on puisse avoir des étudiants qui témoignent et qui puissent favoriser ce phénomène d'identification avec nos élèves de prépa littéraire. On reste tous à votre disposition, tous les élèves qui se sont connectés ont mon contact. N'hésitez pas à me faire signe
dans les prochaines semaines si vous avez besoin de compléments d'information. Et comme le disait Ophélie, on vous enverra l'enregistrement, la captation de ce webinaire dans le courant de la journée de demain. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Merci. Au soirée, revoir. bon courage les cagneux. Bon Merci à courage à tout toutes le et à monde. tous. Merci beaucoup. On se voit de l'autre côté. Voilà, Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, Bonne merci à toi, soirée. Camille. Bonne soirée, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Bonsoir, Ophélie. Merci pour l'organisation. Bonsoir, Alexandre. À bientôt. À bientôt à toi. Au Ciao. revoir.